Et donc, on book un week-end en mars à Florence pour découvrir la ville et voir la tête qu'elle a. On est rentré du week-end et moi, j'ai posé tout de suite ma démission. Et de l'autre côté, ce qui était assez difficile, c'est que c'est toujours cette petite pression sociale où tous les gens qui t'entourent trouvent que ce que tu fais, c'est génial et comprennent pas du tout pourquoi tu vas tout foutre par terre et tout ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. On est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le Ciao du jour. Le podcast a pris ses quartiers d'été. Anna est en train de déménager pour le Pays Basque. À l'heure même où j'enregistre cette introduction, elle finalise ses derniers cartons. Et moi, de mon côté, je vais prendre quelques vacances bien méritées. Mais on ne vous laisse pas sans rien. On vous a concocté une série de rediffusions. Ciao Paris sera sous le signe de l'amour cet été. Et vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. On vous souhaite un très bel été. On vous embrasse. Bonne écoute. Siamo sempre via dei Serragli. Sì. Ok. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Je suis à Florence en Italie. Et là, je suis dans la vieille ville. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Alice Chéron, que vous connaissez sûrement parce qu'elle anime un compte Instagram qui s'appelle Ali di Firenze. Je me souviens au début où elle est arrivée à Florence il y a quelques années, elle faisait des vidéos vraiment super drôles où elle mettait en scène sa vie en Italie en fait. Il y a plein de scooters qui passent. Je suis dans une petite rue du centre et quand je lève la tête, il y a des arbres immenses. C'est très très vert, quoi. Donc c'est un mélange de grandes maisons avec ces jolis volets à l'italienne, ces persiennes et de jardins. C'est vraiment incroyable cette ville. Moi je trouve que c'est vraiment ça qui me manque à Paris, c'est du vert. Donc voilà, donc je vais sonner chez Alice. Oh, c'est mignon. Atelier Ali di Firenze. Allô, oui? Oui, bonjour Alice, c'est Valérie. Oui, Valérie. C'est pour te dire que je suis en bas. Ah bah super. Et ben voilà. La petite fenêtre est sur la droite. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Oh là là, quel boulet. J'arrive. Oh, salut. On se tape du coude. Je présente Émilie et Manon. Bonjour, enchantée. Valérie. Qui nous arrive toutes fraîches de Paris. Ouais. Ça va? Ça va. Semaine 35. Ouais. T'en peux plus là? Non, je suis beaucoup mieux là ce dernier mois et demi que tout le reste de la grossesse. Ah c'est vrai? Ouais, bizarrement. Moi, j'ai enfin trouvé mon rythme de croisière. Maintenant, on a un bureau qui est ici, qui est plus chez moi. Donc, tu vois, on a sorti officiellement après des années, plus de 6 ans à travailler à la maison. C'était le bon moment pour le faire. Et en fait, là, la 3e grossesse, elle a impulsé plein de choses à plein de niveaux différents d'équilibre qui font que ça va en fait. Bon alors nous on se voit aujourd'hui pour... Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on se voit Valérie? Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites dans mon bureau madame? Comme je disais tout à l'heure, pour la première fois... Tu débarques total. Volontairement, je me suis dit, j'ai envie de débarquer total.
C'est-à-dire que j'ai pas été checker, remonter 10 ans de ton feed Instagram, et pas stocker dans les interviews que tu as données et tout. Je sais que tu as quitté Paris il y a quelques années pour venir en Italie. Il y a 10 ans. C'est quoi ton histoire avec Paris? Raconte-moi. Moi, j'ai grandi sur la Côte d'Azur à Nice et j'ai démarré mes études à Nice. Et en fait, je suis montée à la capitale, parce que quand on est dans le sud, on monte toujours à Paris, quand j'avais, je pense, 21 ans, où en fait j'ai été prise à Dauphine, à la fac d'éco. Donc en fait, j'ai fini mes études à Paris et j'ai commencé à travailler à Paris. J'y suis restée à peu près, je crois, 7 ans. Quand tu arrives à Paris, tes premières sensations, c'est quoi? Là où j'ai eu de la chance, c'est que j'avais 3 copains garçons qui sont arrivés en même temps que moi. Donc, j'avais pas du tout ce sentiment de solitude, tu vois, pas du tout. J'avais réussi à trouver un appartement qui était rue de la Tour d'Auvergne, donc juste à côté de la rue des Martyrs, avant que la rue des Martyrs soit un highlight, voilà. C'était une Italienne très chaleureuse qui louait ce lieu. Donc, il y avait un truc où... Voilà, ça avait été assez doux, somme toute, tu vois, cet emménagement-là. Je me rappelle que la ville, elle m'a jamais angoissée d'une manière ou d'une autre. Mon quartier, c'était génial. L'effervescence, je ne me rappelle pas cette année-là, tu vois, avoir réussi à faire tous les musées que j'ai pu me faire après. C'était encore très, très scolaire, cette année-là. Donc, on a bossé. Jusqu'à Dauphine, c'était vraiment très, très compliqué. Et qu'il y avait un petit côté élite de l'économie nationale. Enfin, tu vois, le côté paf, là, et on était tous là en compétition et c'était bien chaud. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, ce qui m'a donné très fortement envie de partir en Erasmus très rapidement. Puisque j'avais pas du tout prévu de partir en Erasmus, mais quelqu'un, tu sais, a montré genre un coupon, genre qui veut s'inscrire? J'avais jamais réfléchi, j'ai sauté sur le coupon et j'ai été prise et je suis partie à Madrid l'année d'après. Et après, quand tu reviens de Madrid, au niveau perso, il se passe quoi dans ta vie? À quoi ressemble ton quotidien à Paris à ce moment-là? Ben, j'ai vraiment l'impression que c'est des années, moi c'est des années que j'ai vraiment adoré à Paris, qui sont un mix d'un travail intense, d'une bande de copains qui n'en finit pas. Il y a toujours des gens à voir, les apéros se multiplient. Je suis en couple à l'époque, je suis dans le premier, entre le Palais Royal et l'Opéra. On a récupéré un appartement d'une copine, donc je n'ai fait que des quartiers merveilleux à Paris, ça j'ai vraiment eu trop de chance. Jamais des superficies énormes, mais toujours des quartiers absolument géniaux. Et j'ai ces souvenirs de mes fêtes d'anniversaire où on vidait l'intégralité de l'appartement dans la baignoire et la salle de bain pour inviter 100 personnes dans les 45 mètres carrés. C'était merveilleux. Ah mais magique. Ouais. Et le matin, tu te lèves, ça colle au parquet parce qu'évidemment, tout le monde a jeté de l'alcool partout. Évidemment. Tu sais même pas dans quelle pièce t'as dormi. Enfin, c'était, voilà. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, ça résume assez bien ces années-là. Beaucoup de musées, beaucoup d'expos, de théâtre. Enfin, j'ai l'impression d'en avoir vraiment profité à ce moment-là. Et mon moment enchanté préféré, c'est vraiment, je traversais le Louvre en vélo, tu vois, plusieurs fois par semaine. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus beau à Paris que traverser au coucher du soleil Enfin, il se passe quelque chose, la lumière. Alors que tu as passé la journée dans du bruit, il y a toujours un espèce de silence enchanté qui se fait à un moment sur un des ponts. Et ce moment de grâce-là, moi, il m'a fait tenir, tu vois, pendant très longtemps, même quand c'était évidemment une vie qui était parfois plus compliquée. Les moments plus compliqués à Paris, ça se manifeste comment pour toi? J'ai toujours eu une relation super positive avec ce quotidien que j'avais l'impression d'avoir choisi. Ce qui était difficile, c'était qu'en fait, les premières années de travail chez BETC, c'était un rythme de travail que j'avais jamais connu, qui était assez exténuant. Mais là, en fait, j'ai eu des chefs absolument merveilleux. J'en ai eu 2, Christophe et Valérie. Ce que eux m'ont appris, moi, je m'en sers encore absolument tous les jours. 10 ans après, c'est la base de ma façon de travailler, c'est ce que j'ai appris chez BETC, que ce soit sur la gestion de projet, le côté carré, mais que ce soit surtout sur la partie stratégique. Et ça a duré 2 petites années. Et donc là, t'as quel âge? Là, j'ai 25 ans. Et en gros, c'est à ce moment-là où mon conjoint de l'époque, qui lui était plutôt en train de faire de la recherche, veut faire un doctorat. Et donc, on décide en gros peut-être de ville où partir. Et en fait, Florence est arrivée à ce moment-là. J'avais vraiment adoré mon année à Madrid et j'avais adoré ce que cette année m'avait appris en côté un peu débrouillardise aussi et ça n'avait pas été beaucoup réfléchi. J'avais envie de me relancer, tu vois, dans quelque chose voilà, que je maîtrise moins. J'avais très envie de l'idée d'une nouvelle langue. Et tu parles italien, toi, à l'époque? 0, alors que j'ai grandi à Nice. Hein, tu vois, on est quand même à 3 minutes 30 de la frontière, mais non.
Et du coup, on a cette réponse et on se dit, bon, on va quand même aller voir la tronche qu'à Florence parce que bon, c'est gentil tout ça, mais on n'a aucune idée. Et donc, on book un week-end en mars à Florence pour découvrir la ville et voir la tête qu'elle a. Toi, quand tu débarques, si on reste vraiment dans les premières sensations, qu'est-ce que tu vois qui t'émerveille? Je me souviens très très bien des cloches qui sonnent, qui reste mon son absolument préféré ici, puisqu'il y a une église tous les 3 mètres. Il y avait une lumière de Mars. T'es encore en hiver, mais t'as un ciel bleu limpide. Et on était monté en haut du campanile. Et du coup, tu vois très vite, tu te rends compte très vite que Florence, en fait, est vraiment complètement entourée de nature. Tu comprends l'idée de la ville dans la cuvette et du vert tout autour. Et ça, j'avais trouvé ça merveilleux. Et puis, il y avait eu des espèces de petits moments de grâce où j'avais dû être toute seule plusieurs fois dans le week-end parce que lui avait des rendez-vous. Et je me rappelle avoir attendu sur la place de Santa Maria Novella. Et en fait, ces façades en marbre, les gens, la langue, il y avait quelque chose de très doux. Et moi, la douceur, ça faisait pas vraiment partie de mon quotidien. On était plutôt dans un rythme hyper speed. On adorait en plus avoir un rythme hyper speed, donc tu te complais complètement, t'en rajoutes des caisses pour toujours en faire plus, tu vois. Et en fait, là, ça m'avait tiré vers autre chose qui m'avait tout de suite fait beaucoup de bien. Le côté chaleur, le rapport avec les gens, et puis ce petit côté, ouais, c'est cette douceur au global que j'avais vécu dans le week-end. Du coup, on est rentré du week-end et moi, j'ai posé tout de suite ma démission. Ah ouais, tchic-tchac. Ouais, tchic-tchac. J'ai quand même un peu confiance dans mon instinct quand je pars dans une direction ou dans une autre. Et là, je savais que, voilà, il fallait quitter Paris. J'avais 25-26 ans, hein. J'avais pas l'âge que j'ai, tu vois, aujourd'hui, j'en ai 37. Ça serait sûrement d'autres questionnements et d'autres... j'avais pas de famille à déménager. Je sais juste que ce qui avait été compliqué, entre guillemets, c'était que, d'un côté, il fallait donc que je l'annonce, que je le verbalise auprès de mon boss adoré Christophe, où ça me traumatisait totalement. Et en même temps, je crois que j'étais un peu la première surprise à quitter ce poste et ces gens que j'adorais, puisqu'en fait, je voyais très bien où est-ce que j'allais avancer dans cette vie-là. Tu vois, je voyais les étapes professionnelles, je voyais bien, moi j'étais chef de pub, j'allais passer chef de groupe, je voyais comment étaient les DIRCI, les directeurs associés. C'était tout tracé, quoi. Tu dis, ok, bon, en fait, je lâche ce truc pour lequel tu as bossé quand même comme une malade. Et hop, tu dis, ok, je vais en Italie, je sais pas ce que je vais faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Sur le moment, je me rappelle être, d'une manière que je ne m'explique pas trop à l'époque, un peu soulagée de savoir que je ne deviendrais pas cette personne-là. Parce que j'avais déjà senti que je perdrais quelque chose en route qui était pas bon pour moi. Et de l'autre côté, ce qui était assez difficile, c'est que c'est toujours cette petite pression sociale où tous les gens qui t'entourent trouvent que ce que tu fais, c'est génial et comprennent pas du tout pourquoi tu vas tout foutre par terre et tout ça. Mes parents m'ont jamais mis la pression, je crois, à ce niveau-là. Je me rappelle plus de réactions négatives de la part de certains amis qui comprennent pas. Je me rappelle avoir été vexée que certains amis se permettent de faire des réflexions, mais qu'en même temps, je comprends complètement. C'est toujours la même chose. Tu projettes sur les autres les peurs que tu as pour toi-même. Donc, ça n'avait rien à voir avec moi. C'était juste leur rapport à eux au changement. Mais bon, somme toute, je pose ma démission. Et puis voilà, les meubles sont mis dans un camion, les trucs sont vendus. Ça va quand même assez vite parce que, en tout cas, la prise de décision, elle est rapide. Je pense qu'à mon avis, février, on a su que c'était bon. Et on déménage à Florence fin août, début septembre, puisqu'on est allé chercher des appartements durant l'été. Ce qui est complètement stupide quand tu connais les Italiens qui ne travaillent pas du tout, évidemment, autour du 15 août. Je suis à peu près persuadée qu'on est arrivé le 10 août à Florence, tu vois. Enfin, il y avait un très mauvais calcul à ce niveau-là. Mais bon, somme toute, tu vois, les choses se sont faites comme ça, quoi. J'aurais pu être complètement flippée de cette histoire de langue, de travail, qu'est-ce que voilà. J'ai fait un déni de stress en me disant je ne peux pas me mettre cette pression-là, je ne vais pas endormir la nuit. Tu me donneras le mode d'emploi du déni de stress, s'il te plaît. Je te l'écrirai avec grand plaisir. Et du coup, surtout, je me suis rendu compte d'un truc très très con, c'est que j'avais complètement zappé que pour travailler en Italie, il allait falloir que j'apprenne l'italien. J'avais cette petite étape de la langue. Oui, le vrai déni, quoi. Le vrai déni qui était quand même un petit peu indispensable. Ton quotidien, au début, quand tu arrives à Florence,
c'est une espèce d'acculturation, quoi. Complètement. 6 mois, ouais. Je me rappelle qu'il y avait des jours, évidemment, le moral était moins bon parce que tu passes beaucoup de temps toute seule. Moi, j'apprenais à lire l'italien dans Mickey Magazine parce que je trouvais que c'était le seul type de magazine que j'arrivais à comprendre. Bref, enfin, tu vois, j'essayais d'occuper mes journées. Heureusement, j'avais des cours d'italien à droite à gauche. Mais bon, le rythme de la journée et de ce qui faisait mon quotidien, c'était vraiment, il n'y avait que moi qui pouvais l'impulser. Et dans ces moments où tu es un peu en bad, c'est des moments où tu remets un peu en question ce choix-là? Non, jamais. Jamais, parce que je crois qu'il y a eu des choses qui ont tout de suite complètement compensé. Déjà, tu passes de Paris et ses surfaces immobilières ridicules à 90 mètres carrés avec des fenêtres qui donnaient sur l'église de Ognissanti, enfin le clocher. Tout de suite, tu baignes dans cette chose florentine des palazzos jaunes avec les volets verts, les sons de la ville. Enfin, c'était merveilleux. J'ai l'impression d'avoir absorbé tellement de beauté italienne dans ce démarrage-là et d'en avoir pris plein les mirettes que ça compensait quand même, tu vois, les moments où c'était un petit peu plus compliqué. Et encore une fois, je me rappelle me faire de l'autolobbying pour que ça n'arrive pas, tu vois, pour pas me laisser flancher parce que ça n'aurait servi à rien. J'étais toute seule de toute manière, tu vois, à devoir chercher ensuite du boulot et tout. Donc bon, voilà. Ouais, donc il fallait avancer. Il fallait avancer, quoi. Comment tu fais concrètement pour trouver du boulot? Qu'est-ce que tu cherches comme travail? Alors, en fait, j'ai appliqué ma méthode un peu française warrior avec mon tableur Excel, tous les contacts que je pouvais avoir, qui avaient un lien avec l'Italie de près ou de loin. J'ai stalké sur LinkedIn comme jamais pour récupérer les contacts, les emails et tout ça. Et en fait, chaque semaine, il se passait quelque chose. J'avais un entretien, un coup de fil de RH. C'était ça qui me faisait tenir, c'est que chaque semaine, comme je lâchais rien jamais, mais ça c'est vraiment mon caractère, et quand je commence un truc, vraiment j'essaie de pas, tu vois, de pas lâcher le morceau. Et du coup, j'ai réussi à passer, donc j'ai passé d'entretien même chez Gucci, chez Ferragamo, en sachant qu'en entretien, j'avais évidemment hyper bien bossé mon truc pour, être capable de me présenter, tu vois, en italien, être capable de répondre à des questions que je savais qu'on allait me poser. Si on sortait de ce cadre-là, c'était quand même vachement moins marrant. Et puis, j'ai fini par trouver un boulot à Florence, en fait, dans un gros groupe web. Et ça, c'est au bout de combien de temps que tu trouves ce job? Ça, en 5 mois. J'apprends plein de choses sur le digital, ce que je n'avais pas du tout fait à Paris. Donc là, j'ai appris vraiment à fond les manettes. Mais moi, je trouve que le travail, ça a vraiment été quelque chose qui m'a énormément aidé pour m'ancrer ici. Il y avait des Siciliens, des Romains, voilà, il y avait vraiment un vrai melting pot. On était tous plus ou moins autour de 30 ans, donc c'était toujours très sympa. Et ça m'a vraiment aidé pour comprendre la culture aussi, m'acclimater pour de vrai, me faire mes premiers amis. On m'a vraiment pris, tu vois, dans l'aventure et donc c'était vraiment extrêmement doux et sympathique. T'étais surprise de cette réaction? Ah ouais, j'étais vraiment surprise, tu vois, de la façon dont les choses avaient démarré à ce niveau-là. Humainement, en tout cas. Humainement. Ouais. Ce qui ne faisait que renforcer, si tu veux, ce qui m'avait vraiment accroché au départ, quoi. Qui était vraiment ce côté, très très chaleureux. Après, les Italiens, ils sont pas parfaits, ils vont t'embrouiller à tous les coups, tu vois, mauvaise foi à gogo. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu vois, il y a un équilibre. Une mauvaise foi sympathique. Ouais, j'adore. Et donc, c'est là que tu t'es formée au digital. Exactement. Et c'est ça aussi qui t'a donné après l'impulsion pour monter ton blog. Ouais. Ton blog, tu l'as monté combien de temps après être arrivée? 2 petites années. Ça a été encore une autre phase de la vie en Italie parce que on était séparés. La personne avec qui j'étais arrivée à Florence. J'ai vécu pendant plus d'1 an toute seule. J'étais faible émotionnellement parce que j'étais dans une grande phase quand même de transition pro et surtout perso. J'avais changé de boulot, donc je me mettais à fond dans ce travail-là. Et c'est le moment où j'ai commencé à créer mon site. En gros, pour occuper mes longues soirées d'hiver, tu vois, où j'avais besoin en fait de m'aérer la tête, de rencontrer des gens, d'être portée vers l'extérieur plutôt que de me regarder le nombril. Et donc, c'est né comme un blog, mais tout de suite, moi, j'ai adoré aller à la rencontre des gens, me lever à 6 heures pour faire une interview à la gelateria du coin qui fait les trucs à la mano, apprendre à filmer, à faire des photos. Et en fait, j'ai compris que je savais écrire parce que j'ai commencé à écrire. Donc, le fil de l'écriture, il est venu à ce moment-là.
J'étais toujours en poste dans ma boîte, donc je faisais les choses en parallèle. Mais en fait, c'était assez génial de se découvrir des choses que l'on sait faire, qu'on ne savait pas, qu'on savait faire à l'âge de, je sais pas, 28, 29, 30 ans, tu vois. Et ça m'a donné un élan aussi pour traverser cette crise un peu personnelle, tout en ayant cette sensation en fait de refaire un nid toute seule ici, puisque j'avais pris la décision de rester en Italie. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre de la reconstruction. Donc voilà, ça a été une année assez particulière. Mais une année d'ancrage un peu. Une année d'ancrage complètement... Et de reconstruction. Exactement, et puis complètement différente en fait du pourquoi j'étais arrivée à Florence au départ. Là, il y avait un côté où il y avait plus de date de fin à ce séjour florentin aussi, tu vois. Quel type de vie j'ai vraiment envie d'avoir aussi ici. Et donc à ce moment-là, dans ta vie à Florence, à quel moment tu rencontres ton mari? On s'est rencontrés déjà dans le cadre du boulot, à un moment où lui a réaccepté une offre à Milan, donc il est parti à Milan. Et du coup, l'histoire, elle a démarré à ce moment-là, en fait à distance, pendant plus d'1 an. Il a été question à un moment que je déménage à Milan, mais je pense que j'avais fait tellement de changements. J'avais aussi déjà bougé pour quelqu'un. J'étais un peu dans une phase de reconstruction, donc c'était pas possible. Et j'ai jamais réussi à enclencher la deuxième. Et quand lui a compris, il a démissionné, il est revenu tout de suite. Oh, trop bien. Il a dû prendre la décision en décembre. En janvier, il était là. Et en avril, on a emménagé. En septembre, j'étais enceinte, tu vois. C'est à peu près ça, le timing. Tchic-tchac, quoi. Comme ouais, sans vraiment ni discussion, ni... tu vois, mais ça s'est fait à cette rapidité-là. Ouais. Tu t'écoutes vachement. Oui. Mais ça, ce n'est possible que parce qu'il y a eu cette histoire de divorce et de grosses claques dans ma tronche qui a été vraiment un vrai volte-face où en fait il y a vraiment un avant et un après et qu'il a fallu apprendre à se faire confiance, à compter sur soi-même et être capable de me dire bon c'est quoi finalement, qu'est-ce qui me fait vraiment peur en fait derrière ce truc, qu'est-ce qui me fait vraiment envie, qu'est-ce que peut-être j'ai fait, j'aurais pas dû, voilà. Et puis là, c'était vraiment le début après d'une autre vie beaucoup plus, encore plus ancrée ici, puisque lui, il est de Florence. Vous êtes mariés, vous avez un premier enfant. Et donc alors toi, pour revenir au fil pro. Le boulot, en gros, j'ai démissionné. Je suis jamais revenue de mon congé mat de Léoné, que j'ai prolongé jusqu'au bout. Tu vois, tout ce que je pouvais prendre, j'ai pris. Toi, tu as déjà lancé ton site. C'était vraiment un city guide sur Florence, que sur Florence. Quand j'ai lancé Dolce Folia, qui était une web-série sur YouTube, comico-culturelle, ça m'a vraiment aidé pour fédérer une première petite communauté. Et puis en fait, du blog, j'ai commencé à parler d'art de vivre et puis des voyages en Italie. Et puis en fait, je sais pas, il y a des Français qui ont commencé à me contacter parce qu'ils voulaient demander leur copine en mariage ici. Donc j'ai commencé à organiser des micro-événements. J'ai eu un petit e-commerce. J'ai commencé à écrire pour d'autres. Enfin, tu vois, les choses, voilà, ont démarré comme ça. Ça a été vraiment un truc assez flottant pendant très longtemps. Et en fait, j'ai un peu quelqu'un qui s'est imposé à moi, qui a voulu venir. Et en fait, à partir du moment où lui, il est arrivé, il s'appelait Guillaume, c'était 2018. Et en fait, ça a donné une toute autre impulsion trop bien. Au projet. C'est-à-dire que lui t'a sollicité en disant vas-y, moi je vais t'aider. Moi, j'aime bien ton projet, j'ai envie de venir, vas-y, je peux. Et pof, et il est arrivé avec son scooter, ses chemises et ses chaussures, tu vois. Ah, trop bien. Voilà. Et il est resté là une petite année, mais c'est vrai que cette année-là, c'est aussi l'année où j'ai créé les Fugues italiennes. Donc, c'était vraiment, s'il y avait une année où il fallait qu'il y ait quelqu'un, en fait, c'était celle-là. Les Fugues italiennes, c'est des événements. C'est des voyages avec 10 femmes qui ne se connaissent pas, qui voyagent seules, mais du coup qui vont quand même retrouver un groupe. Et c'est des voyages qui ont été créés parce que moi, à différents moments, surtout liés à la maternité, j'ai eu besoin d'aller prendre l'air et de partir en fait quelques jours toute seule pour m'oxygéner le cerveau, me retrouver, comprendre, parce que j'étais dans une période pro justement où je savais pas où j'allais, tu vois. Je savais que ma plateforme, c'était très lié à moi, à ce que j'avais envie d'impulser, mais j'ai jamais eu, en créant la plateforme, la forme finale en tête. Ouais, mais finalement, la graine que tu as plantée au moment de la création du blog, c'est la même plante, quoi. C'est le même arbre. C'est exactement le même arbre, sauf que c'était
impossible à la création du blog de s'imaginer les fugues italiennes, enfin de s'imaginer ces choses-là. C'est pas possible. Tu sais, il y a des gens qui ont des succès qui sont fulgurants et qui mettent le doigt tout de suite sur un truc. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai vraiment avancé mon projet millimètre à millimètre. Et c'était en fait tellement lié aussi à mon chemin personnel à moi, de reconstruction, de ce que j'avais envie de mettre dans cette plateforme, ce que j'avais envie de donner, que ça, en fait, je n'aurais pas pu faire sans ce temps-là et sans ce timing-là. Ouais. Je pense que dès que tu as un projet qui est très personnel et qui touche à ce que toi, tu as envie de mettre à l'intérieur, eh ben, c'est compliqué d'ouvrir les vannes à 100% et de tout lâcher d'un coup. Enfin, les choses, elles se font au fur et à mesure, avec des gens qui vont compter aussi sur le chemin et qui vont t'orienter. Beaucoup de choses que tu peux pas anticiper. C'est très frustrant quand tu le vis. Parce que, en plus, avec les réseaux sociaux, tu sais, il suffit que tu annonces 2 trucs un peu sexy, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle cartonne? Alors qu'en fait, toi, tu galères comme une malade au quotidien. Tu mets un pied sur un chemin qui n'a pas de fin, en plus. Ouais. Parce qu'en plus, quand tu démarres ce travail un peu d'introspection, de remettre les choses un peu, tu vois, là où elles doivent être, finalement, d'essayer de toujours être un peu droite dans tes bottes, de pas faire de compromis. Bah en fait, ça, c'est un travail qui est quotidien et qui s'arrête plus jamais, tu vois. Mais en même temps, c'est le truc le plus merveilleux qui puisse t'arriver. Ça aurait été quand même beaucoup plus chiant de rester dans certaines vies d'avant. Ce bien-être lié au mode de vie beaucoup plus cool et tout, ça y est, là, tu le touches du doigt, quoi. Complètement. Enfin, si tu veux, il a fallu, après des années, pour que je trouve vraiment un vrai équilibre ici, qui est un mix un peu subtil entre, clairement, mon éducation française, ma façon très française de continuer à faire les choses, mais dans un contexte italien qui m'apporte aussi beaucoup de douceur, beaucoup de... Enfin, on a la chance d'être aussi en pleine nature, tu vois, la maison, elle est au milieu de la nature. Enfin, on a un cadre de vie et chaque jour de la vie est de base un truc de dingue. Et ça, moi, j'ai pas l'impression que ça me soit tombé tout cuit dans la bouche. J'ai l'impression d'être allée le chercher quand même en rampant un peu dans la gadoue, quoi. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'étapes pour arriver à ça. Et j'ai l'impression de pas avoir lâché mon bout de gras, tu vois, pendant ces 10 années. En tout cas, la magie du départ, en fait, je vais l'apprécier différemment en fonction des périodes, mais je vais réussir à toujours aller le chercher. C'est-à-dire que chez moi, là-haut sur ma colline, on a un petit tour qu'on va faire avec les enfants quand ils pètent un câble à la maison. Là, on les embarque une demi-heure, tu vois. Et en fait, cette petite route avec ce panorama sur ce petit borgo, je pense que ça fait déjà 3 ans qu'on se le fait tous les week-ends. Je vais avoir du mal à m'en lasser. Et ça, je peux aller l'activer en fait un peu quand je veux dans cette vie italienne-là. Mais, et c'est ce que je dis souvent parce qu'évidemment, on m'écrit toutes les semaines en me disant « Je veux déménager en Italie, c'est mon pays de cœur, gna 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 ». Moi, je démarre toujours en disant « Les gars, l'Italie, c'est pas pour tout le monde ». Travailler en Italie, c'est compliqué. Monter une boîte en Italie, c'est pratiquement suicidaire, tellement c'est compliqué d'administration et de charges. Enfin, c'est la misère. Qu'est-ce qui peut clasher culturellement ? Si tu veux, là, Valérie, tu es assise dans un bureau où il n'y a que des gens qui ne sont pas italiens qui travaillent en Italie. Donc, en fait, c'est juste qu'à un moment, travailler avec des Italiens, c'est compliqué. Et moi, c'est un truc qui m'a énormément frustrée dans mes expériences professionnelles, c'est que moi, j'arrivais comme un bulldozer français, une machine de guerre. Et celle-là aussi, je la raconte souvent, mais il y a un de mes collègues qui avait collé sur ma porte de bureau une photo du Mordor, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux. Oh, l'image! Tu vois l'image? Je te vois. Et j'avais mon boss, Stéphano, qui, je me rappelle, passait dans le couloir à 18h30 sur la pointe des pieds pour pas que je l'interpelle en faisant comme ça. Stéphano! C'est pas vrai! Ouais. La machine de guerre, biberonnée chez BETC. Mais alors, qu'est-ce qui clash? C'est une histoire. Est-ce que du point de vue français, ça peut être vu comme de la désinvolture? En fait, moi, je mets ça, c'est ma faute à moi. C'est-à-dire que moi, j'arrivais pas du tout à me détendre et à m'adapter. Moi, j'avais des trucs à faire. J'étais incapable de faire 4 pauses café dans la journée, tu vois. De sortir physiquement du bureau pour aller prendre un café. Donc, l'opération prenait 20 minutes.
Bah alors ça, c'est pas du tout dans ma nature. Donc c'était moi le souci, c'était certainement pas eux. Il faut rester ouvert à ce niveau-là, tu vois, et se rendre compte peut-être plus rapidement que ce que moi j'ai pris comme temps pour réaliser tout ça, que c'est clairement à toi à un moment de t'adapter pour faire qu'en fait toi tu vis mieux ton expérience. J'ai déjà vu des Français arriver et repartir dans l'autre sens parce que la carte postale de Dolce Vita, c'était finalement pas si facile au quotidien. Alors, dans 5 ans, dans un monde idéal, toi, Alice, t'es où, tu fais quoi? Dans 5 ans, je serai très certainement sur un voilier dans les îles éoliennes, puisque c'est notre projet de vacances à rêver avec mon mari et que tant que les enfants sont pas assez grands, on peut pas y aller, plus le Covid, plus gna gna gna. Donc ça, c'est sûr. Dans 5 ans, la plus petite à 5 ans, c'est sûr qu'on est en bateau en vacances. La liberté absolue. C'est le rêve de mon mari, donc je sais qu'on va le faire. Ça, c'est sûr. Pour tout le reste, à part souhaiter que tous mes proches soient en bonne santé, je t'avoue que je me projette absolument pas aussi loin que ça. Ça, c'est terminé, ça. Non, ça m'angoisserait en plus de faire des plans à 5 ans. On a des objectifs, évidemment, de business qui sont assez stimulants pour se dire, bah voilà où est-ce qu'on a envie d'arriver. On n'y est pas encore, mais on travaille dur. Tu gagnes ta vie aujourd'hui avec Ali di Firenze, tu peux te payer? Alors, je suis encore là dans un système où en ce moment, je réinjecte tout ce que je gagne dans la boîte. Mais voilà, non, à 5 ans, non. Je peux continuer évidemment à rêver plus grand, plus gros, plus fort, plus je sais pas quoi. Mais là, on a quand même... moi, j'ai mis tout ce que je pouvais pour construire une vie qui me plaît au quotidien. Donc déjà, mon objectif, ça serait de la kiffer comme je dois la kiffer tous les jours. Ouais. Tu vois, c'est déjà un très gros objectif pour moi. J'aurais tendance à traverser tout ça, peut-être sans me rendre compte de ce que j'ai au quotidien. Et non, moi, je veux palper mon bonheur et le malaxer dans mes petites joies de tous les jours. C'est vraiment ça mon objectif. Donc 5 ans, à part cette histoire de vacances, je n'ai pas d'autres points à avancer. Alors moi, je dis ciao Paris, toi tu dis quoi? À très bientôt Paris, parce que j'adore y retourner. Ça, c'est retrouver des habitudes parisiennes sans habiter plus à Paris, c'est merveilleux. Pouvoir faire les 4, 5, 6 choses, tu vois, qui me font trop plaisir. Et puis rentrer à la maison ici en Italie. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle rediffusion, une nouvelle histoire d'amour. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram @CiaoParis le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!